Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire de Crédit Mutuel Investment Manager, le centre de métier de la gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous sommes ravis de vous recevoir et de recevoir Alain Mignot, gérant du fonds CMCIC Green Bonds. Bonjour Alain. Bonjour Pascal, merci de m'accueillir. Alors on est ravis de t'accueillir Alain parce que ce fonds CMCIC Green Bonds, il est parfaitement dans l'actualité. On a fait un petit jeu de mots sur En route pour passer le plafond de verre, donc tu vas nous expliquer un peu tout ça. Tu as plein de choses à nous dire, on va faire vite. Avant de te repasser la main, parce que c'est ton discours qui nous intéresse, un petit mot, on est en pleine période de la semaine de la finance responsable, donc on voulait évoquer avec vous Crédit Mutuel Investment Manager, bien entendu, avec deux principales sociétés de gestion, donc Crédit Mutuel Asset Management, dont Alain est le digne représentant aujourd'hui, qui va nous parler de son fonds, et également BLI. Tout ça pour vous dire, donc vous avez une gamme qui s'affiche. Je pense que vous avez compris qu'on parle de Green Bond, c'est bien mis en évidence, mais un petit peu de teasing pour les semaines à venir. Donc un autre fonds de Crédit Mutuel Asset Management où il y aura un webinaire qui sera animé le 16 octobre pour CMCIC Objectif Environnement. Donc là, on passe à la partie action. Je vous invite vraiment à vous connecter nombreux. C'est assez sympa, il y a des belles choses à voir. Donc, je pense que Caroline Lamy et Jocelyn Ledimé vous en diront plus ce jour-là. Et puis également, donc, avec des invitations un peu plus lointaines dans le temps de Banque Luxembourg Investment, donc BLI, la deuxième société de gestion d'actifs dont je vous parlais. Là, c'est pareil, les invitations sont à suivre, mais je vous invite à regarder rapidement les LinkedIn de Crédit Mutuel Investment Manager, des sociétés de gestion, et puis les sites internet, vous trouverez plein de choses intéressantes. Je laisse la main à Alain, qui va nous parler de son fonds Green Bonds. Mais avant, j'ai une petite question, c'est dire, est-ce que cette fois, c'est bon, le Green Bond va casser la baraque? Oui, tu parlais de plafond de verre, puisque c'était le titre et le jeu de mots utilisé. Effectivement, nous pensons qu'il y a un plafond de verre qui est en train d'être brisé parce que l'on passe de la parole aux actes. On a eu, si vous vous souvenez, en 2015, les accords de Paris, la promesse d'investir sur des projets à bénéfices environnementaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on passe aux actes et ces actes, nous les voyons sous deux angles. D'abord, sous l'angle de nos clients qui nous demandent régulièrement des produits à bénéfices environnementaux qui favorisent l'économie circulaire, qui favorisent les transports verts, qui, en contrepartie de ces investissements, nous demandent également des métriques, de mesurer les bénéfices environnementaux que l'on promet. Nous avons également un autre angle qui, là, est très, très prégnant dans la gestion, qui nous touche sous beaucoup d'angles, qui est l'angle réglementaire et l'ensemble des mesures qui sont prises au niveau européen. Il y a un certain nombre d'éléments qui s'appliquent à nous, qui vont s'appliquer à nous dans quelques semaines, quelques mois. Pour en citer quelques-uns, la taxonomie européenne. Taxonomie, c'est un mot un peu compliqué qui veut simplement dire système de classification. La Commission européenne a classé l'ensemble des activités économiques dans un classement sur une échelle de durabilité. Et cette taxonomie va s'appliquer dans quelques mois. Chacun de nos fonds, chacun de nos investissements devra être positionné sur cette échelle de durabilité. Il y a également la décision du plan de relance européen, le fameux Green Deal, qui a été préparé au tout début de la crise du coronavirus en mars-avril, mais qui a été annoncé il y a moins d'un mois par Ursula von der Leyen. Et ce Green Deal, qui porte sur 750 milliards d'euros de financement, a un volet très important sur l'environnement. Entre 225 et 250 millions d'euros seront apportés pour financer des projets à bénéfices environnementaux. L'objectif, c'est la neutralité carbone de tout le continent en 2050. C'est un objectif extrêmement ambitieux qui rendra probablement le continent européen le premier continent à être notre carbone. Et ces 225 milliards d'euros, qui seront des obligations vertes qui seront émises par la Commission européenne, par l'Union européenne, viendront favoriser ces investissements. Et enfin, si on se rapproche un petit peu plus encore de notre sujet principal, qui est les obligations vertes, les green bonds. Il y a un dernier élément qui est important, un standard européen d'obligations vertes qui est en train d'être défini. La consultation des professionnels vient juste de se terminer le 2 octobre.
Et le standard européen pour définir ce qu'est une obligation verte devrait être proposé et voté d'ici la fin d'année, certainement courant décembre. Et c'est quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble des gestions de la place. Et quand je parle de la place, je parle bien de l'Europe, et qui nous conforte, nous, dans nos choix, puisque nous sommes positionnés très proches de ce qui est aujourd'hui pressenti être comme ce futur standard européen d'obligations vertes. Bon, on te remercie pour ces premiers mots. On a un menu relativement important, mais malgré tout, pour tous ceux qui sont connectés, qui veulent en savoir déjà plus, n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses sur le WebEx. On y apportera un petit moment en fin de séance, mais il me semble qu'Alain va tout nous dire. Donc l'idéal, c'est que les questions soient toutes levées avant la fin, mais n'hésitez pas. Merci Alain. Je vais tâcher de répondre aux questions par avance. La philosophie du fonds, le fonds est avant tout, CM6 Green Bond est avant tout un fonds de conviction. C'est-à-dire que le choix a été fait d'investir quasi exclusivement sur des projets à bénéfices environnementaux, avec un processus spécifique d'analyse extra-financière que nous n'avions pas préalablement, que nous avons créé et qui aujourd'hui devient un standard dans notre société de gestion dès lors que l'on parle d'obligations Green Bond sur ce fonds comme pour l'ensemble des fonds. Ce processus d'analyse extra-financière, on va le développer, est assez complexe et nécessite des compétences fortes en termes de climat, en termes d'environnement. Et nous allons voir qu'il y a besoin de professionnels, d'aide de professionnels sur de la place pour faire nos sélections. Les financements sont donc exclusivement dédiés à des projets à bénéfices environnementaux avec le respect d'un certain nombre de règles, de pratiques de place qui sont, j'ai employé un petit peu d'anglicisme, les Green Bond Principles, les principes d'obligations vertes, et qui sont devenus en quelques années, une demi-douzaine d'années, des standards et qui sont d'ailleurs à la base de ce que j'évoquais à l'instant, le standard européen de Green Bond. Et vous allez voir à quel point nous sommes calés sur cette méthodologie d'analyse. Enfin, la zone d'investissement, elle est aujourd'hui dans le fond plutôt européenne, avec un peu de diversification dans le monde, mais ce n'est certainement pas un objectif à moyen terme. Nous avons l'intention de développer l'ensemble des investissements sur toute la planète, investir sur des zones géographiques lointaines et des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément particulièrement européens, parce que le sujet de l'environnement et le sujet du climat est un sujet mondial. On ne peut pas se limiter à notre continent. Très rapidement, l'équipe de gestion, le fonds CM-CIC Green Bond est un fonds obligataire, donc il est positionné au sein de la gestion de taux de Crédit Mutuel Asset Management, dont vous voyez les plus dignes représentants. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Le fonds est un fonds obligataire avec la spécificité que je vais particulièrement développer maintenant, mais vous retrouvez l'ensemble de données financières de gestion d'un fonds obligataire dans n'importe quel reporting de notre fonds. On va faire un petit peu d'histoire peut-être pour raconter rapidement la genèse du fonds et la genèse de notre expérience dans le domaine de l'investissement responsable et particulièrement du climat. La première date à laquelle nous pouvons nous poser, c'est de 2004 avec la signature du FIR. Le Forum pour l'investissement responsable. Je ne vais pas évoquer chacune des dates, mais il y en a peut-être une qui est à signaler après cela. C'est 2015. J'ai déjà parlé de la COP21 et de l'accord de Paris qui a été formalisé en 2016, mais qui a été négocié en novembre de 2015. Il y a eu la loi pour la transition écologique et énergétique d'août de 2015. Ce moment a été pour nous l'occasion de deux moments forts, de signer l'accord de Paris chez Crédit Mutuel Asset Management et de signer les Green Bond Principles, les principes d'obligations vertes, c'est-à-dire de reconnaître que nous allions analyser les obligations vertes sous ce prisme spécifique que je vais développer. Enfin, une dernière date qui est importante pour le fonds, qui est 2017, juin 2017, qui est la création de notre fonds CM-CIC Green Bonds, avec, dans la foulée, en octobre 2017, le label qui s'appelait à l'époque Tech, aujourd'hui Greenfin, qui est le label français de référence
sur les projets à bénéfices environnementaux. Un label qui est réexaminé chaque année et qui fait l'objet chaque année d'un audit spécifique. Donc pour la 3e année consécutive, il y a quelques semaines, nous avons vu le renouvellement de notre label Greenfin. Juste un mot, Alain, sur le label Greenfin, sans rentrer dans les détails, hein, le temps tourne, mais label ISR, label Greenfin, c'est la même chose? Parce qu'on voit peu de gens sur le label Greenfin. Non, non, pas du tout. Alors il y a une très bonne raison pour cela, hein. Le label Greenfin est particulièrement exigeant et contient déjà en lui-même ce que j'appelais tout à l'heure la taxonomie au niveau européen, s'appelle dans le label Greenfin le référentiel. Et si on regarde, si on rapproche les tableaux de classement, de classification, ils sont très proches. C'est-à-dire que nous avons, alors que le label ISR est un label plutôt générique, nous avons dans le label Greenfin l'obligation de bien spécifier, de bien superviser l'ensemble de nos investissements sur chacun des projets financés et de les classer dans une taxonomie qu'on appelle référentiel au niveau du Greenfin, qu'on appelle taxonomie au niveau européen. Donc 2 labels bien différents avec beaucoup de contraintes supplémentaires pour Greenfin. Très bien. La finance verte, pour nous, est un écosystème vertueux, parce qu'il y a à la fois de la réglementation et de l'incitation. Chacun des grands acteurs de la finance verte est tenu d'un certain nombre d'obligations. On a ici essayé de résumer pour quelques grandes catégories. Nous nous positionnons au milieu les sociétés de gestion, mais les émetteurs comme les investisseurs institutionnels sont tenus aujourd'hui par la loi en France et par des règlements européens également, de faire un certain nombre de déclarations. En France, on a le reporting des PEF sur la performance extra-financière. On a l'article 173 qui s'applique aux investisseurs institutionnels, qui s'applique également à Crédit Mutuel Asset Management pour un certain nombre de ces fonds, dont Green Bond évidemment. Donc un certain nombre d'éléments réglementaires qui viennent pousser l'ensemble des acteurs à aller vers de la finance responsable. On a aussi un environnement incitatif qui est justement composé, par exemple, des labels, d'un certain nombre d'initiatives publiques auxquelles nous souscrivons. Alors, je n'ai pas détaillé l'ensemble des... Oui, je voulais te le dire tout à l'heure, peut-être que tu aurais pu en signaler une avec l'an dernier, je crois que vous avez adhéré à une initiative assez intéressante, et puis pour le coup qui est très verte, Finance for Tomorrow, voilà. Tout à fait, qui est une association de place qui regroupe les banques et les sociétés de gestion de la place financière, dont l'objet est de promouvoir les investissements en finance responsable et particulièrement sur tout ce qui est environnemental et climatique. Donc ça, c'est une signature récente 2019. Donc nous participons ainsi à beaucoup de groupes de travail pour faire évoluer la finance responsable et nous-mêmes être au courant des évolutions qui sont décidées plutôt à Bruxelles qu'à Paris aujourd'hui. Si on passe à la... Voilà, alors je te propose, excuse-moi, tu vois, je te coupe, c'est pas bien. Simplement, c'est dire, je vois déjà une petite question par rapport à ça, donc je te propose qu'on y revienne un tout petit peu à la fin. Et que si tu peux aller sur le processus d'investissement, parce que je crois que tout le monde attend le processus d'investissement, qui est le cœur du moteur et qui fait que c'est un joli fond. Ok, voilà le processus d'investissement. Je ne vais pas trop évoquer la partie du bas sur cette slide qui concerne l'analyse financière. Là, encore une fois, on est sur un fonds obligataire classique avec ses spécificités. Je vais plutôt parler des spécificités et l'ensemble des données financières sont des données classiques, les données classiques d'un fonds obligataire. Notre analyse extra-financière, en quoi consiste-t-elle? Nous avons deux angles. D'abord, on veut savoir à qui on a affaire, qui est l'émetteur et quel est son passé. Qu'a-t-il fait en termes de projet environnemental, en termes de projet climatique? Donc nous allouons une partie de notre analyse à qui est cet émetteur. Et puis l'autre partie qui est beaucoup plus importante, ce sont les projets. Qu'est-ce que l'on va financer au juste? Quels sont ces projets? Quels sont les bénéfices environnementaux de ces projets? Alors nous allons établir nous faisons un scoring avec l'aide de spécialistes. Je parlais tout à l'heure de spécialistes climatiques et environnementaux. Donc nous avons maintenant une équipe chez Crédit Mutuel Asset Management au sein du département de finances responsable. Nous faisons aussi appel à des spécialistes chez Vigeo, chez Trucost pour la mesure du carbone, chez Sustainalytics et chez SSECOM, les grands de la place,
qui nous aide à construire et alimenter notre modèle. Nous faisons un scoring qui se décompose en deux parties. La vision de l'émetteur compte pour 30% de l'ensemble. L'idée est de dire, nous voulons savoir à qui nous avons affaire, ce qu'a fait l'émetteur par le passé, mais ce n'est pas forcément le plus important. S'il nous présente de beaux projets, un émetteur ayant un historique, on va dire, moyen en termes environnementaux, s'il nous montre qu'il est sur le bon chemin, nous prenons, à condition que ces projets soient intéressants. Et justement, les projets représentent 70% de l'ensemble de la note. Et notre vision est de caler l'analyse des projets sur les principes d'obligation verte que j'ai cités tout à l'heure, qui sont au nombre de 4. L'utilisation des fonds, qui doit donc être dédiée à ces projets à bénéfices environnementaux, l'existence d'un process d'évaluation de ces projets. L'entreprise à qui nous faisons confiance doit évaluer régulièrement chacun de ces projets et éventuellement en sélectionner d'autres dans le courant de la vie de l'obligation. Il y a la gestion sur des comptes séparés. Nous vérifions que tous les flux des projets en question que nous finançons correspondent bien à ce qui est annoncé. Nous exigeons que l'entreprise isole l'ensemble de ses flux financiers sur des comptes spécifiques, de manière à permettre à un auditeur ou à nous-mêmes de faire une due diligence et de vérifier que ces bénéfices environnementaux correspondent bien à ce qui est annoncé initialement. Et enfin, la dernière chose, c'est le reporting. Le reporting qui doit être à minima annuel, nous exigeons même, et c'est devenu une norme de place, à chaque émetteur de produire sur chacun de ses projets un reporting de bénéfices environnementaux et donc de mesurer, alors cette fois-ci avec des mesures physiques, on n'est plus dans la finance, là on est sur des mesures physiques, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre évitées, quelle a été l'amélioration en termes de biodiversité, s'il s'agit de l'eau, on va faire des mesures sur la gestion de l'eau. Et donc tous ces éléments dits physiques doivent être à minima produits de manière annuelle pour que nous puissions continuer à financer cet émetteur et ses obligations. Et tout ceci aboutit à une sélection. Vous voyez, sur la droite, on a au départ beaucoup de projets analysés et au final, une sélection assez fine de ces projets où nous rejetons les éléments que nous paraissons beaucoup trop loin de nos standards. Après cela, comme j'ai évoqué, la gestion obligataire classique intervient d'un portefeuille avec une sensibilité, des maturités, un suivi des performances et un suivi des risques, bien évidemment. Une petite question, Alain. Tu nous as parlé d'analyse en interne, tu nous as parlé de prestataires extra-financiers auxquels vous faisiez appel. Je vois des noms là sur la ligne en dessous d'analyse extra-financière. Paul Fred, c'est... C'est le pôle de finance responsable et durable de Crédit Mutuel Asset Management. Donc c'est un pôle qui est relativement récent mais qui s'est beaucoup étoffé au cours des derniers mois et qui participe à la construction du score en analysant en particulier l'émetteur, les projets. On a besoin de spécialistes plutôt climatiques. Nous dédions plutôt l'analyse des projets aux prestataires externes et nous utilisons le département de finance responsable et durable de Crédit Mutuel Asset Management pour avoir une bonne vue sur l'émetteur. Et cette vue est d'ailleurs la même pour l'ensemble de nos investissements, pour ce fonds comme pour l'ensemble des fonds. D'accord, très bien. Peut-être un mot sur... Il y a pas mal de prestataires extra-financiers. Ils font tous la même chose ? Non, ils ne font pas tous la même chose. J'ai signalé TrueCost tout à l'heure, oui, qui travaille particulièrement sur le carbone et sur un certain nombre de données climatiques. ISSECOM est plutôt spécialisé dans la gouvernance, l'analyse de la gouvernance. Sustainalytics est un prestataire américain qui a une vision plutôt risque. Quels sont les risques d'une société dans le monde d'aujourd'hui à cause de son positionnement en termes environnementaux, sociétaux, de gouvernance. Comment essayer de quantifier les risques financiers d'un émetteur. Vous voyez qu'il y a des prismes spécifiques à chacun de ces prestataires et donc des résultats différents que nous agrégeons dans notre gestion. On va peut-être donner un exemple. Oui, pardon, c'est dire...
Parce que là, il me semble que j'ai à peu près compris, j'espère que vous m'avez compris. Donc, on évite de prendre tous les émetteurs, mais la chance est donnée au projet pour que justement qu'on puisse se transformer. Je crois que c'est bien ça le sens de l'histoire. Et puis, je t'ai demandé, est-ce que tu as un cas à nous présenter? Et je crois que celui-ci, il a fait l'unanimité. Donc, Oui, tout à fait. alors, TenneT, c'est quoi TenneT? Oui, c'est un très bon cas. TenneT est une agence néerlandaise dont l'objet social est le transport et la distribution d'électricité. Qui dit agence néerlandaise dit le pays le plus densément peuplé de l'Union européenne. Et il se trouve que TenneT travaille à la fois sur les Pays-Bas, mais également sur l'Allemagne, à la frontière. Et le projet que nous finançons est le suivant. On voit ça sur les deux cartes. D'abord, on essaie de positionner géographiquement le sujet. Il s'agit de transport d'énergie provenant de champs d'éoliennes en mer du Nord, au-delà des îles de Wadden, si on est un petit peu plus précis, et de transporter cette énergie jusqu'à des centrales qui vont distribuer aux Pays-Bas et dans la Ruhr, les deux zones les plus densément peuplées de la planète, du continent, pardon. Si on regarde la carte de droite, on voit un petit peu mieux les projets et on voit un petit peu mieux le problème. Le problème est le suivant, cette énergie vient de champs d'éoliennes en mer du Nord et doit traverser une zone qui s'appelle la mer des Wadden, les îles des Wadden, qui est une zone protégée depuis 2009 par l'UNESCO, et donc où on ne peut pas faire n'importe quoi, et en particulier en termes de transport d'énergie, on utilise de l'hexafluorure de soufre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce composant est un excellent isolant et permet de perdre très très peu d'énergie en cours de route. Le seul sujet, c'est que ça détruit l'environnement. Et ça détruit, en particulier, potentiellement, ça peut détruire une partie de la biodiversité dans les îles, dans la mer de Wadden, qui est protégée. Donc TenneT a fait financer par des obligations vertes le transport de cette énergie qui nécessite des câbles très, très spécifiques, très, très pointus. C'est une technologie, c'est de la très haute technologie pour transporter cette énergie et l'amener sur le continent sans perdre de matière et sans détruire la mer des Wadden. Cette énergie est distribuée ensuite aux consommateurs que nous sommes, que sont nos voisins. On a sur la slide suivante l'analyse de TenneT. Je vous ai dit que nous faisions une analyse, un scoring. Voilà le résultat marketing du scoring. Il y a beaucoup de chiffres derrière et je ne vais pas rentrer dans les chiffres. On a simplement les deux parties que je vous annonçais tout à l'heure. La partie du haut, l'analyse de l'émetteur, et la partie du bas, l'analyse des projets. 30% pour l'émetteur, 70% pour les projets. C'est intéressant de voir que TenneT a une note. Alors on a une échelle de 1 à 4 sur ce document marketing. On a une échelle de 1 à 100 pour nous, gérants et analystes, pour être beaucoup plus pointu. L'échelle de 1 à 4 montre que TenneT n'est pas forcément le meilleur acteur historiquement du continent, avec une note qui est plutôt bonne, mais qui est moyenne plus, on va dire. En revanche, les projets financés sont clairement dans la zone verte et répondent parfaitement aux attentes de gérants d'obligations vertes en termes de reporting, de qualité de reporting, de sujets adressés. Et on a là tous les éléments qui font de cette obligation une très bonne obligation verte dans un portefeuille comme le nôtre. Un émetteur qui est en transition vers des projets qui correspondent à nos besoins et qui protègent la biodiversité. Donc en fait, tu nous dis qu'avec cette fiche, c'est pas du doigt mouillé, c'est pas si j'ai envie de la prendre, je la prends, si j'ai pas envie de la prendre, je ne la prends pas. Ah tout à fait, clairement, c'est tout sauf du doigt mouillé, parce qu'on va très très loin dans l'analyse, à la fois l'analyse de l'émetteur, on suit l'émetteur sur ses controverses par exemple, au fil de l'eau. Quasiment au jour le jour, on a des informations sur ce que fait l'émetteur, ce que font les projets de l'émetteur, et j'ai toute une grille d'évaluation des controverses qui nous permettent d'anticiper les projets. Pour moi, la controverse est la note de demain. Donc au travers de la gestion des controverses, je surveille, je monitore mon émetteur et les projets. D'accord, donc ça veut dire qu'avec cette controverse, on peut imaginer qu'une obligation qui était bien au départ peut disparaître du portefeuille alors même que tu voulais la porter. Absolument. Et à contrario, une controverse qui aurait eu lieu mais qui a été terminée, où l'émetteur s'est prononcé, tu pourrais rentrer dans une obligation. Absolument. J'ai une veille quotidienne sur l'ensemble des émetteurs que j'ai sélectionnés, avec parfois des projets qui ne sont pas rentrés, entre guillemets, en portefeuille,
parce que l'émetteur avait telle controverse encore. Si cette controverse disparaît et si l'émetteur en question réagit de manière positive à cette controverse, en la dénouant, en réglant le problème, souvent un problème physique. On a vu par exemple, pour citer une controverse, Engie et son fameux barrage de Jirao entre la Colombie et le Brésil, qui potentiellement amenait beaucoup d'énergie hydraulique, qui est plutôt d'énergie positive, non fossile, donc on aime plutôt quand on est gérant de Green Bond, sauf que ça a généré à côté beaucoup de déplacement de population, une partie de déforestation, et typiquement Engie a fait l'objet d'un stop dans notre analyse en 2018 quand je m'y suis intéressé. Ces sujets sont débouclés avec le temps parce que Engie adresse ces questions et de manière positive. Donc naturellement, un émetteur qui réagit de la sorte peut tout à fait rentrer en portefeuille. A contrario, si aujourd'hui sur un TNet par exemple, je décelais de nombreuses fuites de ce fameux hexafluorure de soufre qui détruit l'environnement, je sortirai l'obligation du portefeuille. Très bien, c'est très clair. Parce que il me semblait avoir vu quand même que la controverse sur les green bonds, c'était là où il fallait être le plus vigilant. Enfin, partout, mais... Tout à fait. On est vraiment en vigilance permanente sur ces sujets. Je vous montre ici les éléments classiques d'un fonds obligataire qui sont l'encours, la sensibilité, la performance. Sur la droite, vous avez la répartition de rating pour vous montrer que ce fonds est un fonds obligataire classique. Les éléments plus importants sont peut-être en dessous, les types de projets financés. Il ne s'agit pas d'une classification standard, on va dire. Là, je montre simplement que nous finançons de l'énergie, du transport vert, du bâtiment vert essentiellement. On attend probablement un peu plus d'industrie. Alors justement, ça faisait partie des questions. Tout à l'heure, je t'ai fait passer une slide. Parce que je voyais qu'il y avait dans le camembert, il y avait 3 grands morceaux, et puis après, c'était un peu plus réduit. C'est-à-dire, donc tu nous dis, c'est l'industrie qui n'est pas présente? Tout à fait. Pour le moment, historiquement, depuis l'origine des obligations vertes, c'est 2007. Mais ça s'est vraiment développé à partir de 2014. L'industrie a très peu répondu. C'est seulement dans les tout derniers mois qu'on commence à voir beaucoup d'industriels venir sur les obligations vertes. Les fabricants automobiles. Le premier était Toyota, pour évidemment financer ses véhicules électriques. Mais on a également une réponse du côté des grands constructeurs allemands, dont on sait qu'il faut peut-être se méfier. Donc la controverse est vraiment l'élément moteur de notre analyse. Nous avons effectivement, nous voyons depuis quelques semaines, quelques mois, des constructeurs automobiles se lancer comme Toyota dans le véhicule électrique et vouloir les financer par des obligations vertes. C'est la toute dernière tendance du moment. Je vous ai parlé du label Greenfin que je rappelle dans la philosophie de gestion sur la droite de la slide, mais je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est un label auquel nous tenons beaucoup, qui est encore une fois beaucoup plus exigeant que les labels ISR et qui nous pousse à être de plus en plus vigilants dans ce que nous faisons. C'est un label qui évolue également dans le temps. D'accord, ouais, tu nous l'as dit un peu à demi-mot, mais c'est dire ce qui va débarquer au niveau européen, on casse le fond et on recommence, ou on est proche de ce qui va sortir théoriquement? Certainement, c'est pas fini. Certainement pas. On ne va pas casser le fond parce que le fond a été construit de manière à être proche finalement de ce qui va devenir le standard européen. Le standard européen de Green Bond a été calé sur les principes d'obligation verte, les fameuses Green Bond Principles. Et ce choix qui était notre choix de départ a été le bon. Il est très probable que la version finale qui sortirait à la fin d'année 2020 vienne conforter complètement l'analyse que nous faisons en termes de mode opératoire, et ce qui signifiera que nos résultats en termes d'investissement sont les bons. Les projets financés étaient les bons. Peut-être un dernier mot sur la performance extra-financière. Comment mesure-t-on l'impact de nos investissements? Alors de la même manière que nous exigeons de nos émetteurs de faire du reporting, de nous dire quels sont les bénéfices environnementaux de leurs projets, dans le cas de TNet, mais dans le cadre de la SNCF, qui a également une obligation verte, il y a une mesure spécifique physique des bénéfices environnementaux. Nous faisons ça, nous remontons ça au niveau de tous nos investissements, au niveau du portefeuille. Et si vous avez bien retenu que nous investissons majoritairement aujourd'hui sur l'énergie,
le bâtiment vert, le transport vert, la mesure naturelle, la mesure physique naturelle, pour essayer de déduire quels sont les bénéfices environnementaux de notre fonds, ce sont les émissions de gaz à effet de serre évitées. Dans quelle mesure participons-nous à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? C'est une mesure que nous faisons maintenant dorénavant chaque année, qui est une mesure complexe et dont vous avez le résultat ici. Nous évitons 17 490 tonnes d'équivalent CO2, l'émission de 17 000 tonnes, ce qui représente à peu près la consommation de 1562 Français qui sont effacés par l'existence du fonds durant une année. Et tu m'évoquais pendant la préparation que le labellisateur, alors le labellisateur c'est Novetic. Le labellisateur est extrêmement exigeant sur cet aspect-là parce qu'on voit bien, c'est les notions d'impact en fait qui arrivent de plus en plus. On a eu beaucoup de mesures de l'ESG, des critères, etc. Mais la notion d'impact, est-ce que ce fonds Green Bond, on peut dire que c'est vraiment sa logique d'aller mesurer cet impact? Oui, tout à fait. Il est probablement bon d'ailleurs que le labellisateur nous challenge sur le sujet. Par exemple, pour cette mesure que nous donnons de manière annuelle, le labellisateur s'assure que nous ne reprenons pas stricto sensu les chiffres donnés par chacun des émetteurs pour les additionner. Il nous demande notre propre analyse, nos propres calculs. Et c'est là où nous devons faire appel à des spécialistes avec des méthodologies que nous validons, que nous acceptons. Il y a vraiment un échange d'idées avec l'ensemble de nos prestataires pour arriver à cette mesure qui, encore une fois, n'est pas stricto sensu la somme des éléments fournis par les émetteurs. Généralement, peu de différence parce que nous avons confiance dans les données que nous donnent nos émetteurs, mais nous les vérifions, nous les challengeons et ça aboutit à ce résultat que nous croyons juste. Ok, Alain, j'ai 3 petites questions. Alors, ça va être avec ceux qu'il faut retenir. J'ai 3 petites questions très rapides. Il a été demandé, est-ce qu'il y avait une mention du taux d'information de l'évaluation de l'émetteur? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la quantité de réponses que nous obtenons à l'ensemble de nos questions pour évaluer l'émetteur. Et nous estimons que si nous sommes en deçà d'un certain niveau, nous devons faire des analyses complémentaires. Donc je crois que le taux d'évaluation, le taux d'information qui était donné sur TNet était de 78% de mémoire, ce qui est plutôt un bon niveau de réponse. Plus on a affaire à des émetteurs qui sont petits, moins l'information est facilement disponible, donc il faut aller la chercher et la vérifier. Je te remercie. Alors une dernière question parce qu'on va essayer de tenir le temps imparti. Celle-ci, elle est plus sur la perspective du marché. Il y a une partie donc plutôt primaire, et puis également, c'est-à-dire quid des émissions ou de la vie sur le marché secondaire. Alors le marché secondaire a effectivement, dans les toutes premières années du marché des obligations vertes, été plutôt restreint. On constate aujourd'hui, avec l'arrivée de très gros émetteurs, on a eu récemment au mois d'août la République fédérale d'Allemagne qui est venue impacter le marché. On va avoir la Commission européenne qui va émettre des montants très importants, qui va immédiatement devenir le premier émetteur d'obligations vertes. On a un marché secondaire, le marché du secondaire qui s'est nettement amélioré depuis 2-3 ans. En termes d'évolution, nous, ce que nous voyons, c'est une évolution sur la typologie de projets que nous allons financer. Je pense que de plus en plus, nous allons nous tourner vers l'industrie parce que l'industrie commence à répondre présent et commence à émettre des obligations vertes, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure dans le monde automobile. Également, le fonds va probablement être davantage investi sur des pays plus lointains, des zones géographiques plus lointaines que l'Europe. Le fonds est aujourd'hui plutôt européen. Il a plutôt vocation à être aux alentours de 25-30% mondial, investi sur des zones géographiques qui nous sont lointaines, mais avec des émetteurs, encore une fois, que nous connaissons et que nous connaîtrons, et des projets que nous surveillons. Très bien. Eh bien, écoute, Alain, merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, mille merci. Ça a été très clair. J'espère que vous avez également bien apprécié ce webinaire sur CMCIC Green Bonds, le fonds de Crédit Mutuel Asset Management. Bien entendu, les commerciaux de Crédit Mutuel Investment Manager sont à votre disposition. Et puis, je vous rappelle, faites un tour sur les LinkedIn et sur les sites internet des sociétés de gestion. Vous y trouverez de nombreuses informations. Merci beaucoup. Merci.